Se perdre à Paris est bien plus facile qu'on ne le croit. Je l'ai découvert il y a 12 ans, alors que je me fondais dans la foule de cette ville où j'avais grandi en aimant l'odeur de moisi et de cuir des bibliothèques, le bruit de la pluie sur les vieilles pierres. À l'époque, je choisissais de me perdre. Volontairement, consciemment, presque avec plaisir. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, se perdre n'était plus un choix, c'était une habitude. Et les habitudes, sans qu'on s'en aperçoive, finissent par vous détruire. Je m'appelle Julien Marchand. J'ai 42 ans et je suis infirmier à l'hôpital Sainte-Anne, dans le 13e arrondissement de Paris. Il m'a fallu des années pour formuler cette phrase. Devant un miroir. Seule. Jusqu'à ce qu'elle sonne naturelle. Elle n'a jamais sonné naturelle. À 6h40 du matin, en entrant dans le couloir, les néons me brûlaient les yeux de leur vibration habituelle. L'odeur de désinfectant et de café froid m'envahit les narines. D'autres personnes détestent cette odeur. Moi, elle me calme. Cette odeur remplace les autres, la poudre, le carburant, le plastique brûlé, et cet instant où quelque chose, quelqu'un, se brise irrémédiablement. J'y pris ma canne de la main gauche et franchis la porte à tambour de l'entrée du service. Ma jambe gauche avait déjà perdu la moitié de ses fonctions à cause d'un éclat d'obus reçu en Côte d'Ivoire 12 ans plus tôt. L'accident de la route de l'année dernière avait emporté le reste. Je marchais encore, mais chaque pas me murmurait quelque chose. Parfois des voix. Parfois des noms. Parfois seulement ce matin-là, cette forêt, ce bruit. J'écrasais ce bruit. Je l'enfouissais profondément. À eu poste de soins, le docteur Isabelle Renard m'attendait. 38 ans, diplômé de Paris Descartes, regard acéré, élocution rapide. C'était un bon médecin, je ne pouvais le nier. Mais quand elle regardait la souffrance de ses patients, je voyais parfois des données dans ses yeux. Des chiffres. Des probabilités. Pas des êtres humains. Marchand, dit-elle, sans consulter le dossier. Champ recette, la dose de morphine de Monsieur Fontaine a été recalculée. Administrée selon le nouveau protocole. Je me penchai pour examiner le dossier. Monsieur Fontaine avait 69 ans, insuffisance rénale chronique. Il me saluait chaque matin, le front plissé par la douleur, mais les yeux encore vifs. La nouvelle dose était excessive compte tenu de ses fonctions rénales. Pas excessive, à la limite. Mais les choses qui sont à la limite finissent à retomber. Docteur Renard, dis-je, la voix plate et fatiguée. Le DFG de Monsieur Fontaine a reculé de 10% supplémentaire depuis hier matin. À cette dose, la toxicité cumulative augmente. Si on réduit de moitié et qu'on effectue une titration par quart d'intervalle, ce serait plus sûr. Renard leva la tête. Elle me regarda. Je connaissais ce regard, celui des médecins posés sur les infirmiers. Impatient, légèrement condescendant, indiquant clairement qu'on n'attendait pas davantage que ce qui avait été dit. Marchand, vous êtes infirmier, dit-elle, la voix parfaitement neutre. Je suis médecin. La décision de dosage m'appartient. Je sais, dis-je. Je voulais simplement noter ma remarque. Remarque notée. Appliquer le protocole. Je baissai la tête. Je me tournai vers le chariot à médicaments. Les mains stables, le visage vide. J'avais perfectionné ce visage au fil des années, ni peur, ni colère, ni cette chose indéfinissable que je n'arrivais pas à nommer exactement. C'était un masque. Bien travaillé, bien ajusté. J'avais eu autrefois un autre visage. À un bout du couloir, dans un coin de la salle d'attente, une femme était assise sur une chaise en plastique. Je ne la remarquai pas d'abord, j'avais l'habitude de faire semblant de ne pas remarquer la plupart des gens en passant dans le couloir, c'était d'ailleurs l'une des choses qui faisait de moi un bon infirmier. Remarquer sans avoir l'air de remarquer. Mais cette femme était différente. Pensez-vous qu'un homme ordinaire aurait pu s'en apercevoir? Elle paraissait avoir la soixantaine, peut-être un peu moins. Cheveux gris et défaits, un gilet bleu marine foncé sur les épaules, une petite accroc se distinguait sur la manche gauche. Sa main agrippait fermement le sac posé sur ses genoux. Ah, pour attendre, pour se raccrocher à quelque chose. Je le sentis, j'étais quelqu'un qui connaissait la différence entre attendre et se cramponner. En passant près d'elle, elle leva les yeux. Ce regard m'arrêta. Les gens peuvent vous regarder de 1000 façons différentes. Le regard qui demande de l'aide, le regard épuisé, le regard de la douleur. Mais dans les yeux de cette femme, il y avait autre chose. Quelque chose qui calculait. Quelque chose qui évaluait le niveau de menace, qui scrutait l'environnement,
qui cherchait la sortie la plus proche. J reconnut ce regard. Parce qu'il était identique au mien. Vous attendez quelqu'un? Demandai-je, m'arrêtant alors que je ne le voulais pas. J'attends pour moi-même, dit-elle. Sa voix était basse, légèrement rauque. Son français était impeccable, mais sous l'accent se cachait autre chose. Quelque chose d'imperceptiblement infime. Depuis combien de temps attendez-vous? Elle regarda sa montre. Une vieille montre, bracelet en cuir. Quelque chose était gravé sur l'intérieur du bracelet, mais je ne pus le lire. 4 heures, dit-elle. Aucune plainte dans sa voix. Elle informait, simplement. Quel est votre motif de consultation? Elle hésita. Se ravisa. Puis leva la main gauche et montra ses articulations. Elles étaient gonflées, avec une teinte violacée aux jointures. Je suis tombée, dit-elle. De mou. Plat, rapide, comme répété à l'avance. Quand quelqu'un dit « je suis tombée », vous regardez son visage, c'est l'une des premières choses que ce métier vous apprend. Si les yeux fuient, si la voix va trop vite, si la réponse arrive toute prête, vous devez poser des questions différentes. Mais les yeux de cette femme ne fuyaient pas. Elle me regardait. Droit dans les yeux, résolument, presque avec défi. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Votre nom? Dis-je en ouvrant mon carnet de dossier. Nathalie Aubert. Madame Aubert, vous pourriez attendre encore 2 à 3 heures ici. Je vais vous orienter vers l'infirmière de triage. J'attends patiemment, dit-elle. Et elle sourit. Mais son sourire était fatigué, quelque chose d'usé, un sourire porté trop longtemps. Ce jour-là, je pensais à ce sourire. Je m'avançais dans le couloir en m'appuyant sur ma canne, vérifiant la liste que m'avait remise Renard, tandis qu'un recoin de mon esprit restait ancré à cette femme. Pourquoi en était-il ainsi? Chaque jour, des dizaines de patients venaient, des dizaines de visages. Pourquoi ce visage-là? À 14 heures, le rythme du service changea. 3 cas arrivant simultanément par l'entrée des ambulances semèrent la confusion dans le couloir, 5 heures avant la relève du soir. Le docteur Renard se mit à crier, l'infirmière Céline à pleurer, le stagiaire Théo à se figer. Moi, je me retournai. Je posai le plateau que j'avais en main. Je pris position pour le triage, aucun de ces gestes n'était pensé, le corps savait. Céline, pansement compressif en salle 2. Théo, tente le cathéter par le bras droit, il y a un édème au gauche, ça ne tiendra pas. Renard, priorité au premier cas, regardez d'abord la blessure cervicale. Renard s'arrêta. Elle se tourna vers moi. Exactement comme ce matin. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qu'elle ne voulait pas reconnaître. Une question. Son regard me demandait qui j'étais. Comment savez-vous cela? Comment êtes-vous si rapide? D'où vient tout ça? Auriez-vous répondu à sa place? Je ne répondis pas. Je me retournai, je continuai mon travail. À 16 heures, en repassant dans le coin 2. La salle d'attente, Nathalie Aubert était encore là. Mais sa posture avait changé. Un peu plus droite, un peu plus tendue. Ses yeux s'étaient fixés sur un point proche de la porte. Elle calculait la sortie. Ce geste aussi, je le reconnus. On ne vous a toujours pas appelé, dis-je. Non, dit-elle. Je vais vous accompagner moi-même, dis-je. Et je la dirigeai vers le cabinet de triage. J'examinai sa main. C'était bien une blessure de chute, mais les marques de la chute avaient un angle étrange. Normalement, quelqu'un qui tombe en avant protège sa paume, les articulations ne s'écrasent pas de cette façon. L'angle de cette blessure correspondrait à une torsion du bras vers l'arrière. La torsion du bras vers l'arrière. Je le notai. En moi-même. Je n'en dis rien à personne. Pourquoi n'en dis-je rien? Parce que son regard me disait qu'il fallait demander. Mais ce même regard disait aussi, pas maintenant. À l'intérieur de son poignet gauche, je vis le bout d'une cicatrice laissée sous un vieux bandage. Une seule seconde. Puis Nathalie Aubert retira son bras d'un geste conscient et J fit semblant de ne pas avoir vu. Mais je savais que cette conversation n'était pas terminée. Les gens vous cachent des choses, c'est la réalité de ce métier. Et la plupart du temps, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est laisser la porte ouverte. Sans forcer. En attendant. À leur rythme. J retournai dans le couloir avec ma canne. Le bruit du service m'enveloppa à nouveau. Mais le cerveau fonctionne indépendamment des habitudes, le subconscient ouvre un dossier, continue à traiter. Que avais-je vu dans le regard de Nathalie Aubert, mon propre regard. Cela m'effrayait.
Parce que mon regard était celui des personnes qui ne peuvent revenir d'un certain endroit. De celles qui ont appris à continuer après avoir tout perdu, mais qui ne savent toujours pas exactement ce que continuer signifie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je m'assis dans le métro et je regardais l'obscurité de la vitre. Je regardais mon propre reflet. Risé, pâle, appuyé sur une canne. Et pour la première fois depuis longtemps, je me posais cette question: qui est cette femme, que cache-t-elle, et pourquoi ai-je reconnu ce regard? Je ne trouvais pas les réponses ce soir-là. Mais je ne savais pas non plus où leur recherche me conduirait. Et si je l'avais su, peut-être ne me serais-je pas arrêté dans ce couloir ce matin-là. Peut-être. Mais selon toute probabilité, je me serais quand même arrêté. Parce qu'il y a des personnes comme ça, dès qu'on les voit, on sent que quelque chose va changer. On ne fait pas que le sentir, on le sait. On le sait dans ses os. Nathalie Aubert était l'une de ces personnes. Et depuis ce jour-là, mes os n'ont plus jamais cessé de parler. Et si vous ne voulez pas rater la suite de cette histoire, abonnez-vous maintenant. Vous ne le regretterez pas. Nathalie Aubert revint le lendemain matin. Cette fois, elle ne se dirigea pas vers la salle d'attente, mais directement vers le poste infirmier. Il était 7h15, l'une des heures les plus chaotiques de la garde du matin. Les dossiers, les listes de médicaments, les cas transmis de la nuit s'empilaient d'un coup sur moi. En la voyant, je marquai une pause. Ce n'était pas sa venue qui me fit m'arrêter. Difficile à expliquer, parfois on sent que quelque chose ne va pas le danger lui-même, mais son annonce. Cette chose dans l'air avant que le vent ne tourne point. Vous m'avez regardé hier, dit-elle. C'était sa phrase d'entrée. Pas de bonjour, pas de merci. Oui, dis-je. Pas à la blessure des articulations. À mon poignet. Oui. Silence. Elle m'évalua. Je l'évaluai également. Vous savez peut-être, si vous avez suivi mes autres histoires, que je me retrouve constamment dans un état de vigilance face aux événements négatifs qui surgissent. Résolvons ensemble cette curiosité. Dans cette histoire, il vaut mieux écouter attentivement. Infirmier marchand, dit-elle, elle avait dû lire mon nom sur le dossier. Je crois que vous avez quelques questions à me poser. Non, dis-je. Ses sourcils se levèrent légèrement. Elle était surprise. Je ne vais pas les poser maintenant, dis-je. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ici, chaque jour des gens viennent. La plupart disent la vérité. Certains ne la disent pas. Je ne force pas ceux qui ne la disent pas. Mais la porte est toujours ouverte. Un long silence s'étira entre nous. Les néons bourdonnaient. Le fauteuil roulant de quelqu'un grinça dans le couloir. Je voudrais prendre un rendez-vous de contrôle, dit-elle enfin. Pour le pansement d'hier. Bien sûr, dis-je. Et j'ouvris le calendrier. Cet après-midi-là, le départ anticipé du docteur Renard provoqua un petit chaos dans le service. Un vieil homme dont la veine ne trouvait pas preneur même pour une intervention légère, le jeune stagiaire Théo qui paniquerait. Je guidai d'abord Théo d'une voix calme, puis corrigeai la position au 3e essai et ouvris la voie veineuse. Théo souffla. Comment vous avez trouvé ça? Demanda-t-il, les yeux grands ouverts. La pratique, dis-je. Et je passai mon chemin. Et la pratique. 15 ans. 2 pays. 4 opérations. Sur le terrain, sous des tentes, dans la boue, dans le noir. La pratique. Quand Nathalie se présenta à son rendez-vous de contrôle, il était 16h. Nous ne parlâmes pas pendant que je changeais le pansement. J'ouvris le bandage, la blessure cicatrisait mais lentement. Une cicatrice pâlie était visible à l'intérieur de son poignet, la cicatrice que j'avais vue la veille. Cette fois, je ne fis pas semblant de ne pas la voir. Cette blessure est ancienne, dis-je. Oui. Ce n'est pas une chute. Elle ne répondit pas. Madame Nathalie, dis-je, sans changer de ton. Moi aussi j'ai de vieilles blessures. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer devant qui que ce soit. Mais savoir comment cette blessure s'est formée me permettra de vous soigner correctement. Elle fixa la fenêtre longtemps. On voyait de là la cour arrière de Sainte-Anne, quelques platanes, un banc, le ciel gris de Paris. Un couteau, dit-elle enfin. Il y a 7 ans. Je m'arrêtai. Mes mains restèrent immobiles, mon visage vide. Mais quelque chose se contracta en moi. Entre les mains de qui? Dis-je. Elle se retourna lentement. Elle me regarda. Et dans ce regard, sous la froideur calculatrice que j'avais vue la veille, je distinguai autre chose. De la fatigue.
Une fatigue profonde, incrustée jusqu'à la moelle point. De quelqu'un, dit-elle. Qui n'est plus là. Très bien, dis-je. Et je posai le bandage point mais nous savions tous les deux que ce n'était pas terminé point alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle se retourna. Vous, dit-elle. Votre canne. Quand est-ce arrivé? Il y a 12 ans, dis-je point. Un accident? Non. Elle hocha la tête. Elle avait compris. Elle ne demanda pas. C'est à cet instant précis que cet étrange accord tacite se forma entre deux inconnus. Nous cachions tous les deux ce que nous cachions. Nous laissions tous les deux la porte ouverte. Aucun de nous ne forçait l'autre point pendant les 3 jours suivants, Nathalie vint chaque jour. Elle avait des raisons officielles, elle parla du contrôle, de la liste des médicaments, d'une allergie au sparadrap. Mais en réalité, elle venait. Peut-être elle-même ne savait-elle pas exactement pourquoi. Je ne lui posai pas la question. Le 4e jour, je la vis dans la salle d'attente en train de lire un magazine. Il était 8 heures du matin, elle n'avait pas de rendez-vous point. Pourquoi êtes-vous venu si tôt aujourd'hui? Dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Elle ferma le magazine. Elle avait gardé son doigt entre les pages, pour marquer l'endroit. Ce petit geste disait quelque chose, elle prévoyait de revenir. Elle ne fuyait pas. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, dit-elle. Pourquoi? J'ai pensé à vous. Cette phrase m'arrêta point. À moi? Pas à vous, dit-elle immédiatement. Puis elle se corrigea. À votre canne. Comment vous la portez? Vous avez remarqué, vous ne vous plaignez jamais. Jamais ça fait mal, c'est difficile. On dirait que la canne n'est pas là. Ça arrive parfois, dis-je. Si vous vivez assez longtemps avec quelque chose, cette chose devient vous. Ou vous devenez cette chose, dit-elle. Et elle retira son doigt du magazine. Ce jour-là, nous parlâmes plus longtemps. À 9 heures, j'inventai un rendez-vous, lui aménager une salle. Elle était vide, personne ne devait venir. Elle s'assit en face de moi. Et, lentement, comme on démolit un mur pierre par pierre, elle commença à raconter. Elle avait grandi dans une petite ville proche de Montpellier, dans le sud de la France. Son père était ingénieur maritime, sa mère institutrice. Elle s'était mariée à 24 ans. Elle avait eu une fille à 28 ans. À 33 ans, tout avait changé. Elle ne raconta pas comment les choses avaient commencé à changer. Elle raconta seulement la conclusion. Il y a 7 ans, dit-elle. Une nuit, j'ai fui. J'ai pris ma fille et j'ai fui. Avec un seul sac. Je suis venue à Paris. Où est votre fille maintenant? À l'université. À Lyon. Elle va bien, dit-elle. Son visage changea en prononçant ces mots, ce sourire las et ossifié revint. Mais cette fois, il était vrai. Elle va bien, répéta-t-elle, comme pour se convaincre. Et vous, dis-je. Je suis là, dit Dachel. Il y avait tant de choses dans cette phrase. Je suis là. Je ne suis pas encore revenu en arrière, je ne me suis pas encore effondré, je continue, mais je ne sais pas exactement ce que continuer signifie. Je savais. Parce que moi aussi je vivais avec cette même phrase depuis des années. Madame Nathalie, dis-je. La blessure à votre poignet, cette semaine. Vous vous êtes vraiment fait ça en tombant? Elle s'arrêta. Long silence. Non, dit-elle. J'attendis. J'ai reçu un message d'un ancien, dit-elle. Sa voix était plate, mais ses mains tremblaient. Il dit qu'il m'a retrouvée. Il connaît quelqu'un dans la région. Il a trouvé mon adresse. Quelque chose se contracta en moi. Mais mon visage resta vide. J'évaluais le niveau de menace, les circonstances, les options. Êtes-vous allé voir la police? J'y suis allée, dit-elle. J'y étais allée 7 ans plus tôt aussi. Et elle n'ajouta rien. J'y compris. Certaines choses se comprennent sans être dites. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Pour l'instant, dit-elle. Y a-t-il quelqu'un en qui vous avez confiance? En dehors de votre fille? Elle réfléchit longuement. Et puis elle me regarda. C'était un regard étrange, un regard qui questionnait, qui évaluait, qui calculait le risque. Peut-être, dit-elle. Après ce jour-là, Nathalie vint chaque jour. C'est
Raisons officielles s'épuisèrent mais elle continua à venir. Moi aussi, je commençais à l'attendre. Quand je m'en rendis compte, je fus surpris de moi-même, depuis des mois, des années, je n'attendais plus personne. Ce vendredi-là, je croisai le docteur Renard dans le couloir. À ses côtés se trouvait Bertrand Coste, le directeur administratif de l'hôpital, la quarantaine, costume-cravate, toujours un pas en retard, mais toujours au bon endroit au bon moment. Marchand, dit Renard. Sa voix était officielle, tranchante. Nous avons réexaminé le dossier Fontaine. J'ai noté votre ajustement de dosage. Vous l'avez communiqué verbalement avant d'obtenir mon accord. Non, dis-je. Je n'ai fait que noter ma remarque. J'allais y appliquer le protocole. Mais il existe un compte-rendu de votre évaluation orale communiqué avant application. C'est contraire au protocole hiérarchique. Coste se tenait en retrait, silencieux. Il ne dit rien. Mais ses yeux étaient du genre à prendre des notes. Monsieur Fontaine va bien aujourd'hui, dis-je d'une voix calme. Ses valeurs rénales se sont stabilisées. Cette conversation ne vous concerne pas, dit Renard. Elle concerne le protocole. Je baissai la tête. J'ai compris. Et je partis. Mais le regard de Coste venait dans mon dos, je le sentais. Quelque chose était en train d'être noté. D'être mis en dossier. Ce soir-là, en quittant l'hôpital, je passai par les quais de la Seine. C'était début novembre, le brouillard rampait bas sur le fleuve. La silhouette restaurée de Notre-Dame brillait dans les lumières froides sur la rive d'en face. Paris était d'elle. Elle l'était toujours. J'oubliais souvent de la voir. Pendant que le bout de ma canne frappait le pavé, une pensée me traversa. Nathalie avait dit avoir reçu un message d'un ancien. Quelqu'un qui disait l'avoir retrouvée. Moi aussi, j'avais été retrouvée par certaines personnes. Autrefois. Je savais ce que ça faisait d'être retrouvée. Je le savais dans mes os. Ce soir-là, avant de m'endormir, je sortis la petite boîte en métal du fond du tiroir. Je ne l'ouvris pas. Je la tins simplement. Je savais ce qu'il y avait dedans, un insigne, un papier plié et une photographie. Des choses que j'avais refermées il y a 7 ans. Pour la première fois, je sentis qu'elles aussi voudraient s'ouvrir. Et ce sentiment suffit à me tenir éveillé. Et si à ce stade vous avez la chair de poule, laissez un like. Le rythme de cette histoire ne fait que commencer. Je m'appelle Julien Marchand. Et je dois vous dire encore une chose. Avant de devenir infirmier, j'ai fait autre chose pendant 8 ans. En dehors de la France. Dans diverses régions du monde. Dans diverses capacités. Une partie de cela était consignée dans des documents officiels, une partie ne l'était pas. Savoir laquelle était peut-être ce qu'il y avait de plus précieux à conserver de cette époque. Je n'en avais parlé à personne. Je n'allais pas en parler à Nathalie non plus. Mais parfois les gens comprennent sans qu'on leur parle. Le lundi matin, en arrivant à la prise de service, Céline m'attendait au poste infirmier. Son visage était tendu, sa voix basse. « Nathalie Aubert est venue aux urgences hier soir, dit-elle. » Je m'arrêtai. Que s'est-il passé? Pas une chute, cette fois. Elle a été retrouvée dans la cage d'escalier. C'est un voisin qui a appelé. Quelque chose se figea en moi. Mais mon visage ne bougea pas. Où est-elle maintenant? En chambre 4. Renard l'a examinée, contusion costale, luxation de l'épaule gauche. Mais. Marchand. Céline s'arrêta. Il y a un homme, vous voyez. Dans la salle d'attente. Qui est-ce? Il ne donne pas son nom. Il dit qu'il est de la famille. Il veut la voir. À ce moment précis, dans ce couloir, sous les néons, avec ce bourdonnement, je pris une décision. Certaines décisions sont le fruit d'une longue réflexion. D'autres sortent de vos os. J'y vais, dis-je. En entrant dans la salle d'attente, je vis l'homme. La cinquantaine, large épaule, allure soignée. Il portait une belle veste. Son visage était calme, sans expression, ce genre d'absence d'expression, je la connaissais. Elle n'était pas naturelle. Elle avait été répétée. Il se tourna vers moi. « Êtes-vous monsieur Aubert ?» dis-je. « Oui, dit-il. » Sa voix était lisse. « Ma femme est ici. Je veux la voir. »« Votre nom ?» Sébastien Aubert. « Monsieur Aubert, dis-je en gardant ma voix neutre. Nous avons en ce moment une patiente nommée Nathalie Aubert dans notre établissement.
Cependant, la patiente a le droit de décider elle-même quel visiteur elle souhaite recevoir. Je dois vérifier si elle veut vous voir. Ses yeux se plissèrent. D'un millimètre seulement. Mais je le remarquai. Ma femme, dit-il. La famille. Je sais, dis-je. Le consentement de la patiente reste nécessaire. Quelques secondes passèrent. L'homme me regarda. Je le regardai aussi. J'évaluais le niveau de menace, sa carrure, sa posture, la position de ses mains. Non pour qu'il se calme, mais pour sa capacité d'attaque. Très bien, dit l'homme. Et il s'assit. Resta calme. Je me retournai et marchai jusqu'à la chambre 4. Nathalie était assise dans son lit. Son bras gauche était en écharpe, un bleu récent marquait le côté droit de son visage. En me voyant, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de la peur, mais c'était proche. Il est là, murmura-t-elle. Oui, dis-je. Je fermai la porte. Voulez-vous le voir? Non. Un seul mot. Sans hésitation. Très bien, dis-je. J'appelle la sécurité. Il ne peut pas entrer de force. Marchand, dit-elle. Et dans sa voix il y avait quelque chose de nouveau, cette froideur calculatrice s'était brisée, quelque chose apparaissait dessous. Cette fois c'est différent. Cette fois il m'a vraiment retrouvé. Pas seulement mon adresse, mon lieu de travail, l'école de ma fille. Je m'arrêtai. Votre fille est toujours à Lyon? Oui. Il sait pour Lyon? Il ne sait pas. Mais ce matin il a envoyé un message. Il a dit, Lyon est une belle ville. La pièce se tut. C'est le langage de ce type de menace, il ne dit pas directement. Il dit sans dire. Madame Nathalie, dis-je lentement. Je vais vous poser quelques questions. Les réponses sont facultatives. Mais vos réponses détermineront comment je peux vous aider. Posez-les, dit-elle. Quand vous avez fui il y a 7 ans, vous avez dit être allé à la police. Un dossier a-t-il été ouvert? Ouvert. Fermé. Pourquoi a-t-il été fermé? Elle s'arrêta. Elle regarda par sa fenêtre. Dehors, des platanes perdaient leurs feuilles de novembre. Sébastien avait un avocat. Un bon avocat. Moi, non. Et quelques témoins ont renoncé. Ont renoncé, ou ont été amenés à renoncer? Ses yeux se tournèrent vers moi. Vous connaissez la différence? Je la connais, dis-je. Elle me regarda longuement. Puis elle prit une grande inspiration. On les a amenés à renoncer, dit-elle. J'appelai l'agent de sécurité. Sébastien Aubert fut accompagné dehors poliment mais fermement, au motif que la patiente n'avait pas demandé sa visite. En partant, l'homme se tourna une dernière fois vers moi. Il ne dit rien. Il regarda seulement. Dans ses yeux, il y avait quelque chose, il prenait des notes. Il me prenait en note. Moi aussi, je le pris en note. Cet après-midi-là, un email arriva de Bertrand Coste, le directeur administratif. Objet, violation de protocole, demande d'entretien. Le contenu était bref, une évaluation serait effectuée concernant les communications avec les patients et les limites des interventions médicales de l'infirmier Marchand au cours des 2 dernières semaines. Réunion vendredi matin à 9 h. Je le lus. Je le supprimai. Puis je le restaurai et le relus. C'était la plainte du docteur Renard, déguisée. Le dossier Fontaine, le dossier Nathalie Aubert, les instructions données à Théo, tout avait été mis sur la table, sorti de son contexte, rédigé dans un langage froid. Je compris ce qui se passait. Sébastien Aubert avait-il un contact dans cet hôpital? Ou était-ce la guerre personnelle de Renard? Entre les deux, ou les deux à la fois? Je ne savais pas. Mais je sentais que j'allais très bientôt le découvrir. Ce soir-là, en sortant de l'hôpital, je croisai Théo dans le couloir. Il était jeune, un peu excité, un peu inquiet. Marchand, dit-il en baissant la voix. Je peux vous dire quelque chose? Vas-y. Ce matin, Coste m'a fait remplir un formulaire sur ce que vous aviez fait dans le dossier Fontaine. J'ai écrit des choses qui vous soutiennent, mais... Il s'arrêta. Le formulaire a été apporté par sa secrétaire. Il n'était pas vierge. Certaines cases étaient déjà remplies.
Je m'arrêtai. J'appuyai le bout de ma canne contre le sol. Quelle case était remplie? La partie indiquant que l'infirmier avait agi hors protocole. Quelque chose se contracta en moi. Mais ma voix sortit calme. Merci, Théo. De me l'avoir dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, dis-je. Et je partis. Mais je mentais. Je ne savais pas ce que j'allais faire, c'est vrai. Mais je savais ce que je ne devais pas faire, disparaître. Plier. Me taire. Cette fois, je ne me tairai pas. En arrivant chez moi, je sortis la petite boîte en métal du fond du tiroir. Cette fois, je l'ouvris. Il y avait 3 choses à l'intérieur. La première, un petit insigne argenté de colle. C'était l'insigne remis aux officiers médecins des forces spéciales françaises. Il portait un aigle et un rameau d'olivier. La deuxième, un papier plié. Vieux, jauni. Il y avait dessus, écrit à la main, quelques noms et des coordonnées. Côte d'Ivoire. 2013, la partie non documentée d'une opération. La troisième, une photographie. 5 personnes, en tenue au ton désertique, devant une tente. Il me fallut une seconde pour reconnaître le jeune homme au centre. J'étais là. Sans canne, sans blessure, entier, complet. Et je souriais. Je ne me rappelais pas la dernière fois que j'avais souri. Je reconnus également les 4 autres personnes sur la photo. L'une d'entre elles n'était plus là. L'une se trouvait à Marseille. L'une, je n'avais aucune nouvelle. Et l'une m'avait regardé aujourd'hui depuis le couloir d'un hôpital au cœur de Paris. L'homme que j'avais vu dans le couloir, Sébastien Aubert, ce visage, cette posture, cette voix lisse. Pourquoi, dès la première fois que je les avais vus, avais-je eu l'impression qu'une serrure s'ouvrait en moi? Pourquoi le cerveau avait-il plongé si vite dans ses archives? Parce que je connaissais cet homme. Sous un nom différent. Dans un endroit différent. Bien plus tôt. Et si je ne me trompais pas, si ma mémoire ne me jouait pas de tours, ce qui dans ce métier arrive rarement, alors celui que Nathalie Aubert appelait son mari faisait partie d'une chose bien plus sombre, liée à un port dans le nord de la France. Et cela signifiait que cette affaire n'était pas seulement une histoire de violence conjugale. C'était quelque chose de plus profond. Et j'en étais maintenant au cœur. À ce stade, pouvez-vous deviner ce qui vous attend? Écrivez vos commentaires, vos suppositions m'intéressent. Le vendredi matin à 8h40, j'entrai dans la salle de réunion du 5e étage de l'hôpital Sainte-Anne. 4 personnes se trouvaient autour de la table, Bertrand Coste, le docteur Renard, maître Sylvie Fontaine, la conseillère juridique de l'hôpital, et une 4e personne que je ne connaissais pas. Une femme dans la première moitié de la cinquantaine, cheveux gris courts, lunettes. Son badge était posé sur la table, docteur. Corinne Delval, unité d'inspection hospitalière, ministère de la Santé. Je m'arrêtai. Cette réunion n'était plus une simple plainte de protocole. Je m'assis. En calant ma canne contre moi. 4 paires d'yeux me jaugeaient, chacune cherchait quelque chose de différent. De la défense, de la peur, de la colère, des explications. Je n'en donnai aucune. Infirmier marchand, dit Coste en ouvrant un classeur. Comme vous le savez, certaines de vos actions au cours des 2 dernières semaines sont remises en question. Je sais, dis-je. Dans le dossier Fontaine, vous avez émis une évaluation verbale contestant les directives du médecin. Monsieur Fontaine allait bien ce jour-là, dis-je. Ses valeurs rénales se sont stabilisées. Ce résultat ne vous disculpe pas, dit Renard. Sa voix portait une satisfaction froide. Le fait qu'un infirmier dépasse les limites du protocole médical est une question disciplinaire, indépendamment du résultat. C'est exact, dis-je. Renard marqua une pause. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que l'argument soit validé par le camp adverse. De plus, dit Coste en tournant la page. Dans le suivi de la patiente Nathalie Aubert, vous avez effectué des interventions hors de votre champ de compétences. Vous avez fait expulser un visiteur par la sécurité. La patiente a clairement exprimé qu'elle ne souhaitait pas voir le visiteur, dis-je. Cette décision relève de l'autorité du médecin. Règlement des droits des patients, dis-je. Article 1er, alinéa 4. La patiente, sous réserve de conserver sa capacité juridique, a le droit de refuser tout visiteur.
La responsabilité de transmettre cette décision et de prendre les mesures nécessaires est également confiée aux infirmiers. Silence. Maître Fontaine prit des notes. Le docteur Delval me regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Marchand, dit-elle. Sa voix était différente des autres, plus douce, mais plus tranchante. Je voudrais vous poser une question. En dehors du cadre officiel de cette réunion. Je vous en prie. Pourquoi avez-vous accordé autant d'attention à cette patiente, Nathalie Aubert? La pièce se tut. Ils attendirent. J'attendis aussi. 2 secondes. 3 secondes. Parce que si quelqu'un ne lui avait pas accordé d'attention, elle n'aurait peut-être pas été là aujourd'hui, dis-je. Le docteur Delval me regarda longuement. Puis elle poussa le classeur qu'elle venait de fermer vers l'avant. Monsieur Coste, dit-elle. Nous devons réexaminer ce dossier. Pardon? La dose contestée par l'infirmier Marchand était réellement incompatible avec les valeurs rénales de Monsieur Fontaine ce jour-là. Ce n'était pas une erreur, c'était une évaluation, et l'évaluation était juste. Delval tourna une page. Pour ce qui est du dossier Nathalie Aubert, la cellule de lutte contre les violences conjugales du ministère de l'Intérieur s'occupe en ce moment de ce cas. Une autre enquête est également liée au nom Aubert. Parquet du 17e arrondissement de Paris. J'ai appris ce matin le lien entre les deux. Le visage de Coste changea. Renard posa son stylo sur la table. Cette réunion, dit le docteur Delval en fermant le classeur, repose sur des fondements erronés. Je ferai une présentation séparée au conseil d'administration aujourd'hui à 14 heures. Monsieur Coste, vous devrez également y être présent. Coste regarda Renard. Renard regarda ailleurs. Je me levai. Je pris ma canne. Monsieur Marchand, dit le docteur Delval. Un instant. Je m'arrêtai. Les autres quittèrent la pièce. Quand la porte fut fermée, le docteur Delval posa ses lunettes sur la table. Elle me regarda vraiment, à cette fois avec l'œil de l'inspectrice, mais avec autre chose. Côte d'Ivoire, dit-elle. Je me pétriai. 2013, dit-elle. Coordonnées, 5 degrés nord, 4 degrés ouest. Un petit village. Une petite opération. De nombreuses vies sauvées. Jamais officialisées. Je ne dis rien. Le vrai nom de Sébastien Aubert est Laurent Massard, dit-elle. Il était du côté adverse lors de cette opération. Vous y étiez aussi. N'est-ce qu'une coïncidence? Dans ce métier, dis-je, les coïncidences n'existent pas. Delval sourit légèrement. Non, elles n'existent pas. Puis elle redevint sérieuse. Massard vit sous différentes identités depuis 7 ans. Nathalie Aubert, dont le vrai nom est Nathalie Deschamps, l'a rencontrée à Montplier. Je ne sais pas ce qu'elle sait. Mais je sais qu'il la gardait proche et utilisait tout ce qu'elle savait comme levier de menace. Sa fille aussi. Sa fille aussi, dis-je. L'inscription universitaire à Lyon a été consultée il y a 2 jours par un tiers. L'intérieur l'a appris. Quelque chose tourna en moi, un sentiment froid, dur, familier. Sur le terrain, je reconnaissais ce sentiment. C'est l'instant où la menace se concrétise. Que voulez-vous de moi, dis-je. Rien pour l'instant, dit Belval. Mais si Massard revient dans cet hôpital, ou si vous percevez une quelconque pression concernant Nathalie Aubert, appelez-moi. Elle tendit une carte. Ligne directe. Je pris la carte. Le logo du ministère y figurait. En dessous, seulement un nom et un numéro. Docteur Belval, dis-je. Pourquoi Renard et Coste ont-ils organisé cette réunion? Massard a un contact dans cet hôpital, dit-elle d'une voix neutre. Nous n'avons pas encore pu l'identifier avec certitude. Renard? Coste? Les deux ensemble? Les deux séparément? Je ne demandais pas. Elle ne dit pas. Je sortis. Je m'arrêtai dans le couloir. Les néons clignotaient. L'odeur du désinfectant était là. Le café. Familier. Je me rendis dans la chambre de Nathalie. En entrant, elle était assise dans son lit, regardant dehors par la fenêtre. Les platanes qui perdaient leurs feuilles. Le ciel gris. Paris. Elle se retourna.
Elle me vit. Comment s'est passée la réunion, dit-elle. Bien, dis-je. Puis-je vous dire quelque chose? Dites. Je tirai une chaise à côté d'elle. Je m'assis. Et pour la première fois, depuis très longtemps, j'abaissai mon masque. Mon passé, dis-je. Avant l'infirmerie. C'est un peu compliqué. Elle attendit. L'homme que vous appelez Sébastien Aubert. Je le connais. D'un autre endroit, d'une autre époque. Le visage de Nathalie se figea. Que voulez-vous dire? Massard, dis-je. Laurent Massard. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il m'a été présenté. Côte d'Ivoire, 2013. Il était du côté adverse à l'époque. Je ne savais pas ce qu'il avait fait ensuite. Je l'ai appris aujourd'hui. Le silence s'étira. Nathalie ne bougea pas. Elle regarda seulement. Vous saviez tout ça et vous ne me l'avez pas dit, dit-elle enfin. Je l'ai appris aujourd'hui, dis-je. Je le jure. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Parce que votre fille pourrait être en danger. Cette phrase changea l'air de la pièce. Quelque chose se tendit sur le visage de Nathalie, le réflexe maternel, cette chose plus puissante que n'importe quel antidote. Que dois-je faire? Dit-elle. Sa voix tremblait, mais pas ses yeux. Appelez votre fille à Lyon maintenant. Dites-lui de se mettre à l'abri. Loin des abords de l'école, loin des adresses connues. Qu'elle soit accompagnée d'une personne de confiance. Et moi? Vous êtes ici, dis-je. Et moi aussi. Après avoir prononcé cette phrase, le silence vint. Un long silence lourd. Mais un silence confortable. De ceux qui s'installent entre deux personnes qui, après des années, se voient vraiment pour la première fois. Cet après-midi-là, 3 choses se produisirent. La première, Nathalie appela sa fille. Sa fille s'installa chez une amie à Lyon. Elle était en sécurité. La deuxième, après le briefing du docteur Delval, le conseil d'administration tint une réunion d'urgence. Bertrand Coste fut temporairement suspendu de ses fonctions administratives, afin de permettre une enquête approfondie. Renard reçut un avertissement officiel, avoir déterminé le protocole de dosage sans tenir compte des valeurs actuelles du dossier patient. La troisième, Laurent Massard, sous l'identité de Sébastien Aubert, fut interpellé à une adresse dans la banlieue nord de Paris. 2 autres personnes furent arrêtées avec lui. Le parquet fit une déclaration à la presse, usurpation d'identité, menaces et d'autres accusations remontant à 7 ans. J'appris cela dans les nouvelles. Le téléphone en main, dans le couloir de l'hôpital. Céline était à côté de moi. Ce n'était pas vraiment son mari, murmura-t-elle. Non, dis-je. Je me rendis dans la chambre de Nathalie. Je frappai doucement à la porte. J'entendis de l'intérieur un « entrer ». En entrant, elle s'était levée de son lit. Elle se tenait debout devant la fenêtre. L'écharpe était toujours au bras, mais sa posture avait changé. Un peu plus droite. Un peu plus légère. Elle se retourna. Ses yeux étaient brillants. Ma fille vient de m'envoyer un message, dit-elle. Elle va bien. Elle est en sécurité. Bien, dis-je. Vous avez vu la nouvelle de l'arrestation? Oui. C'est fini, demanda-t-elle. Elle voulait vraiment poser cette question, pas au sens juridique, mais au sens intérieur. Est-ce fini? Est-ce que je dois encore le porter? La procédure judiciaire va continuer, dis-je. Cela peut durer longtemps. Mais le danger physique est très probablement passé. Très probablement, dit-elle. Oui. Dans ce métier, les certitudes sont rares. Je sais, dit-elle. Et son petit sourire las et usé revint sur son visage. Mais cette fois, il portait quelque chose de nouveau dessus. Quelque chose de plus fin, de plus vrai. Vous aussi vous savez. Je sais, dis-je. Silence. Marchand, dit-elle. Qu'avez-vous fait en Côte d'Ivoire? J'ai fourni des soins médicaux, dis-je. Et parfois d'autres choses. D'autres choses, répéta-t-elle. Oui. Et ensuite? Ensuite il y a eu un accident. Et je suis venu ici. Et je suis devenu infirmier. Pourquoi infirmier?
Je pris une grande inspiration. Je m'étais souvent posé cette question. La réponse changeait parfois. Mais au fond, elle était toujours la même. Parce que l'hôpital est l'endroit où les gens sont le plus vulnérables, dis-je. Et s'occuper des personnes vulnérables est, selon moi, la chose la plus courageuse qui soit. Nathalie me regarda longuement. Puis elle hocha la tête. Je veux rentrer à Lyon, dit-elle. Auprès de ma fille. Quand? Dès que je pourrai sortir. Demain peut-être, dis-je. Vos valeurs sont revenues à la normale. Très bien. Elle s'arrêta. Puis-je vous rendre visite? Un jour? Pourquoi pas, dis-je. Et je souris. C'était un sourire que je n'avais pas vu dans un miroir depuis longtemps. Il sortit naturellement. Ce jour-là à 17h, Théo m'attendait dans le couloir. Il était enthousiaste. J'ai entendu parler de la réunion, dit-il. Coste. Je sais, dis-je. C'est bien, dit-il. Peut-être, dis-je. Ou simplement, c'est ce qui était juste. Je partis. En tenant ma canne, à pas lourd mais droit. Au bout du couloir, il y avait une fenêtre, elle donnait sur Paris, sur le ruban argenté de la Seine, sur la silhouette de Notre-Dame, sur le rouge de ce soir de novembre. Cela faisait 12 ans que je vivais dans cette ville. La plupart du temps, je ne la voyais pas. Aujourd'hui, je la vis. Un mois plus tard, un changement petit mais permanent eut lieu à l'hôpital Sainte-Anne. Le guide d'évaluation du protocole infirmier fut révisé, le droit des infirmiers à demander par écrit une réévaluation à la lumière des valeurs actuelles du patient fut explicitement reconnu. Sur proposition du docteur Delval, ma note dans le dossier Fontaine fut ajoutée au matériel pédagogique comme cas d'exemple. Renard me regarda une fois de plus dans le couloir. Ce regard était différent. Elle ne voulait pas l'admettre, mais il était là. Théo vint un jour me voir. Abby, dit-il. Monsieur Fontaine vous demande. Il veut vous rendre visite. Une visite, dis-je. Il veut vous remercier. Je n'y allai à ce jour-là. J'y allai le lendemain. Monsieur Fontaine était assis dans son lit, lisant le journal du matin. Vieux, fatigué, mais avec des yeux toujours vifs, il me regarda. Marchand, dit-il. Assieds-toi. Je m'assis. Que se serait-il passé si tu avais obéi à ce médecin? Demanda-t-il. Probablement rien, dis-je. Ou peut-être quelque chose. Mais tu n'as pas obéi. Non. Il hocha la tête. Tu as bien fait. Puis il se retourna vers son journal. La conversation était terminée. Mais alors que je sortais, il m'interpella. Marchand. Pourquoi fais-tu ce métier? Je m'arrêtai. La porte était sous ma main. Parce que, dis-je, sans me retourner, certains jours c'est ce qui ressemble le plus à être sur le terrain. Je sortis. 2 semaines plus tard, un message de Nathalie arriva. C'était un message court. Lyon était d'elle, disait-il. Sa fille allait bien. Elle avait trouvé un travail, dans une école, avec des enfants. À la fin, elle avait écrit « Merci d'avoir laissé la porte ouverte ». Je le lus. Je posai le téléphone. Je regardai par la fenêtre. Se perdre à Paris est bien plus facile qu'on ne le croit. Mais être retrouvé aussi. Parfois vous êtes dans un couloir d'hôpital, les néons vous brûlent les yeux, le désinfectant vous emplit les narines. Et quelqu'un vous regarde, vous voit vraiment, pas avec ce masque, mais ce qui se trouve en dessous. Et à cet instant-là, vous comprenez. Se perdre n'était pas une fatalité, c'était une habitude. Et les habitudes, quand on en prend conscience, peuvent être changées. Je m'appelle Julien Marchand. J'ai 42 ans et je suis infirmier à l'hôpital Sainte-Anne, dans le 13e arrondissement de Paris. Je ne répète plus cette phrase devant un miroir. Elle sort. Naturellement. Clairement. Et cela vaut plus que tout le reste. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, partagez vos commentaires. Pour entendre les histoires de personnages comme Julien et Nathalie, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine a besoin d'un Julien Marchand.